Depuis le début de la pandémie, il y a deux questions qui ne cessent de nous tracasser. D'abord, d'où est-ce qu'elle provient cette saloperie de pandémie-là? Puis ensuite, quel est le fameux remède miracle qui va enfin résoudre tous nos problèmes et nous ramener à la normalité? Eh bien, vous êtes chanceux aujourd'hui, les amis, parce que je vais répondre à ces deux questions-là. Et le problème, au même titre que la solution, c'est exactement la même personne. René Descartes. Ah! Je le savais que la pandémie, c'était à cause d'elle! C'est ça qui arrive quand tu mets ta face dans des affaires qui puent! Non, pas cette René-là. René Descartes, le philosophe français. Ah, shit! Bienvenue à ce premier cours de philosophie de la session. Bienvenue tout le monde à ce premier cours officiel de la session de Philo 2. Je suis très content de vous voir aujourd'hui parce que on va aborder le premier auteur qui va évidemment nous amener à nous casser la tête pas mal aujourd'hui, ce fameux René Descartes. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, Descartes, il va nous donner beaucoup de réponses sur la situation un peu exceptionnelle qu'on est en train de vivre pendant la pandémie actuellement. Je vous l'ai dit en introduction, on va se rendre compte que dans le fond, si on vit tout ce qu'on vit actuellement, si je suis obligé de vous enseigner à distance présentement, c'est la faute de qui? C'est la faute à René! C'est la faute à René Descartes! Mais la bonne nouvelle, c'est que René Descartes va aussi nous fournir la solution à la pandémie. Il va quand même nous aider à nous en sortir. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour aborder adéquatement le personnage de René Descartes, on n'aura pas le choix de rappeler un petit peu certains éléments dont on a parlé, notamment lorsque je vous ai parlé de la fameuse période que l'on appelait la modernité. Pourquoi? Parce que Descartes, dans le fond, est à la fois l'enfant de la Renaissance, mais aussi le père de la modernité. Souvent, dans l'histoire des idées, on fait remonter le début de la modernité à Descartes, parce que sa philosophie va avoir une importance capitale dans l'avènement de ce nouveau mouvement civilisationnel-là. Donc, pour comprendre Descartes, je n'ai pas le choix de vous ramener un petit peu dans le temps et surtout de le resituer dans son contexte. On retourne back dans le Moyen-Âge, on va aller se retrouver à peu près aux alentours du 15e, 16e siècle, chers amis. Let's go! Donc, on le verra, René Descartes est un penseur du 16e siècle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte historique du 16e siècle est particulier parce qu'il est dominé par une pensée dominante, c'est la fameuse pensée religieuse. Effectivement, au 16e siècle prévaut ce qu'on appelle une vision religieuse ou mythico-religieuse de l'être humain. Effectivement, dans la vision du monde qu'ont les gens au 16e siècle, l'être humain est un produit de Dieu. Il est la création de Dieu et il est donc aussi créé à l'image de Dieu lui-même. Dans cette vision religieuse de l'être humain, il faut comprendre qu'on voit l'être humain comme étant divisé en deux parties. D'un côté, l'être humain aurait une partie animale, son corps, et aurait aussi une partie divine, c'est-à-dire son âme. Donc, ce qui lui conférait un caractère proprement humain, c'est le fait qu'il a une âme, qui serait en quelque sorte le reflet de Dieu dans l'être humain lui-même. Mais il y a autre chose qui est important de comprendre dans la vision chrétienne, religieuse de l'être humain au 16e siècle en Europe. Il faut comprendre que la nature humaine, elle est entachée par le péché originel. Saint-Toton! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement que le péché originel? Ben, vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux mythe de la création, c'est-à-dire le mythe originel, le mythe d'Adam et Ève. Qu'est-ce que c'est que le mythe d'Adam et Ève? En fait, ça se retrouve dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament. Ce que l'histoire raconte essentiellement, c'est évidemment l'apparition des deux premiers êtres humains dans l'histoire, selon l'histoire biblique. Donc, on raconte que Dieu aurait créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il aurait pris un break, il se serait reposé. C'est pour ça que les magasins ferment tout le temps le dimanche. Et il aurait aussi créé, par la même occasion, l'homme, qu'on appellera Adam.
Mais Dieu ne se contentera pas simplement de créer le monde, la nature et l'homme lui-même. Il va aussi créer la femme. Il va créer la femme, qu'on appellera Ève, à partir de la côte d'Adam. Donc, dans la vision religieuse et chrétienne du 16e siècle, la femme, ce n'est qu'en fait qu'un sous-produit de l'homme. Le récit de la Genèse nous raconte que Adam et Ève vivent dans le paradis terrestre créé par Dieu lui-même, donc un paradis bucolique où est-ce qu'Adam et Ève peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf une chose. En effet, Dieu va leur interdire une chose bien particulière. Ils ne doivent jamais cueillir et croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce qu'en effet, Dieu quand même est pas tweet. Il a mis dans ce paradis terrestre-là un arbre qu'on nomme l'arbre de la connaissance et dont les fruits, prétend-on, permettraient d'atteindre un caractère aussi omnipuissant et omniprésent que celui de Dieu. C'est donc un fruit qui, à quelque part, vous donne la connaissance de toute chose. Et c'est formellement interdit de toucher à ce fruit-là. Dieu nous le dit explicitement. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comme dans toute bonne histoire, il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait quelque chose de bad qui arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ève va se laisser un peu séduire par un malin serpent qui va l'inciter à croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Et comme de fait, elle va écouter le serpent, elle va cueillir le fruit défendu, croquer dedans, et boum, elle va déroger à l'interdiction capitale de Dieu. Puis comme Adam est comme un peu influençable, c'est un peu une espèce de jock du délice qui pense pas trop par lui-même puis qui croit à peu près tout ce qu'on lui dit, Ève va convaincre Adam de croquer lui aussi dans le fruit défendu, contredisant l'interdiction capitale de Dieu encore une fois. Mais évidemment, comme dans n'importe quel bon récit, tu cherches pas la merde avec des êtres ultra puissants puis des êtres surnaturels. Tu fais jamais ça. Si tu talk shit dans le dos de Dieu, si tu fais des choses qu'il t'interdit de faire, Dieu, il va prendre sa revanche pas à peu près, puis il va te le faire payer assez cher, merci. Et comme de fait, pour punir Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les chasser du paradis terrestre et va faire en sorte que ce qu'on appelait le paradis terrestre, ça devienne le monde terrestre tel qu'on connaît, c'est-à-dire le monde terrestre imparfait, avec des guerres, de la misère, de la famine, de la pauvreté. Bref, tous les maux du monde, finalement, finissent par apparaître sur Terre. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont dérogé au commandement divin. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vit dans un monde de merde à ce point-là, si on vit dans un univers corrompu par la guerre, par la violence, puis aussi par les pandémies, c'est à cause des femmes, dans le fond, selon la religion. Bon, évidemment que je caricature et que je fais quand même un récit très rapide, évidemment, d'un livre de l'Ancien Testament qui est quand même très, très, très long, mais vous cernez l'idée un peu dans ce livre-là. Il faut comprendre que ce livre-là façonne radicalement la vision qu'ont les gens du 16e siècle de c'est quoi un être humain. Et ça veut donc dire que dans cette vision-là, la vie sur Terre, la vie terrestre, c'est comme une espèce de test que Dieu nous envoie. Si on est capable, évidemment, d'agir selon la volonté de Dieu dans un monde aussi imparfait, on pourra gagner notre ciel et atteindre le paradis et vivre, finalement, pour l'éternité dans la béatitude absolue. Donc, ça veut dire que pour les gens du 16e siècle, dans le contexte historique où va apparaître René Descartes, la vision dominante du monde, c'est une vision qui est chrétienne, une vision du monde où la vie sur Terre, c'est un test que Dieu nous envoie. Et dans le fond, comment on fait pour savoir comment bien agir, comment se comporter? C'est simple, il faut simplement se rapporter à la Bible, au texte sacré qui nous dicte exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser pour bien vivre sa vie et suivre les commandements divins. Donc, le fait qu'on vive dans un contexte historique, puis un contexte social où est-ce que tout ce que l'on doit savoir est déjà écrit dans la Bible, on comprend que ça va avoir une influence capitale sur l'éducation, sur la pédagogie, c'est-à-dire sur ce qu'on va enseigner aux gens à l'école. Et c'est pourquoi le 16e siècle est vraiment marqué par un type de discours particulier, c'est-à-dire la scolastique. Un petit rappel sur c'était quoi la scolastique exactement? Je vous rappelle que durant la Renaissance, on a redécouvert les textes des premiers philosophes grecs. Ce qui fait en sorte qu'on n'avait un peu pas le choix d'essayer de rendre ces textes de philosophes grecs-là
adéquat en fonction de la doctrine chrétienne qui prévalait au Moyen Âge. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le discours rationnel qui était présent dans les textes des philosophes grecs et on a pris cette rationalité-là et on l'a mise au service du dogme chrétien. Donc, le discours philosophique servait à prouver l'existence de Dieu. C'était ça la scolastique, c'est simplement de fournir les preuves rationnelles de l'existence de Dieu. On va se rendre compte très rapidement des dérives et des excès que cette espèce d'adéquation entre la raison et le christianisme va créer. Ça va créer notamment toutes sortes d'interprétations plus bizarres les unes que les autres, notamment celle du créationnisme. C'est une explication selon laquelle Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Ce qui veut donc dire que ce qui est écrit dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, dans le récit de la Genèse, ben ça se serait produit concrètement, explicitement dans le monde. C'est pas une image, c'est pas une histoire, c'est pas une allégorie, ça se serait véritablement produit comme ça. Il y aurait eu un paradis terrestre, il y aurait eu un naufrage où est-ce que Noé aurait sauvé toutes les espèces. Bref, tout ça, ça se serait véritablement passé. Cette lecture littérale de l'Ancien Testament va donner lieu à ce qu'on appellera le créationnisme. Puis le créationnisme, c'est quelque chose qui est encore très important dans certaines régions des États-Unis, notamment dans certains milieux baptistes aux États-Unis qui considèrent que la Bible dit nécessairement ce qui est vrai. Donc, selon le créationnisme, c'est simple, Dieu a créé le monde en 6 jours et il a tout créé d'une seule shot. C'est quand même particulier. Ce qui veut donc dire que si on en tire des conséquences d'un point de vue anthropologique, toutes les espèces animales que l'on connaît auraient déjà existé simultanément. Résultat, ça voudrait donc dire que Jurassic Park, ça s'est vraiment passé. Comment ça? Ben simplement parce que si Dieu a tout créé en même temps, ça veut donc dire que les êtres humains ont côtoyé des dinosaures, nécessairement. Mais là, vous allez me dire, JP, ouais, ça se peut pas, ça fait aucun sens. Les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années, puis les êtres humains sont apparus il y a à peu près 7 millions d'années. Fait que c'est impossible. Ben, d'un point de vue scientifique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cependant, dans le discours mythico-religieux du christianisme, ben, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Toutes les espèces ont été créées en même temps, puis même qu'au tout début, dans le paradis terrestre originel, toutes les espèces étaient dociles. Elles s'entendaient bien les unes avec les autres. Ce qui veut dire que les dinosaures étaient smart même au début de l'histoire. S'ils sont devenus méchants, les dinosaures, c'est à cause de qui? Adam et Ève, qui ont croqué dans le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance, ce qui a fait en sorte que le paradis terrestre est devenu le monde corrompu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Fait que sinon, ça aurait été malade parce qu'on aurait pu aller au Mont Doux, genre, puis adopter un vélociraptor. Ça aurait été débile! Bon, évidemment que ça peut vous apparaître tout à fait farfelu, mais il ne faut pas oublier que dans certaines régions du monde, puis notamment chez nos voisins du Sud, ben, cette vision-là du monde, cette vision créationniste du monde-là, elle existe pour vrai, puis elle a encore une importance capitale. Il y a même plusieurs musées du créationnisme aux États-Unis qui vont essayer de vous prouver qu'effectivement la Bible dit vrai, puis que la science se trompe lamentablement. Mais maintenant, revenons au contexte qui nous préoccupe en tant que tel. Si effectivement, au début du 16e siècle, la vision mythico-religieuse du monde, c'est la vision prévalente, dominante dans la société, ben, il faut comprendre qu'avec l'avènement de la modernité, cette vision du monde-là va se transformer. On va substituer de plus en plus le savoir rationnel au savoir mythique. Et l'avènement, l'arrivée de cette fameuse modernité-là, elle est marquée, entre autres choses, par la célèbre révolution copernicienne. Donc, petit rappel historique, on se rappelle que Copernic, c'est un astronome polonais du 16e siècle qui a renversé l'ancienne théorie du géocentrisme. Le géocentrisme, c'était quoi? C'était l'idée selon laquelle la Terre serait le centre de l'univers. Or, Copernic a démontré que cette théorie du géocentrisme-là était tout à fait fausse et que c'était plutôt la théorie de l'héliocentrisme qui devait être plutôt adoptée. C'était quoi l'héliocentrisme? Ben, c'est que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Au contraire, la Terre serait une planète parmi tant d'autres qui graviterait autour du Soleil.
Ensuite, pas très longtemps après Copernic, on sait que Galilée, un autre astronome, va réussir à fournir des preuves empiriques de la théorie de Copernic, celle de l'héliocentrisme. Mais on connaît le reste de l'histoire. On se souvient que Galilée, en fournissant des preuves empiriques que la Terre tourne autour du Soleil, va profondément choquer les autorités catholiques chrétiennes de l'époque et donc va être censuré par l'Église chrétienne et va donc être obligé toute sa vie d'être suivi par les autorités publiques, mais aussi de se rétracter quant aux thèses qu'il aura défendues. Cette thèse-là de l'héliocentrisme et aussi la réfutation du géocentrisme qui lui est concomitante, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire des idées. Pourquoi? Parce que jusque-là, on s'était fait à l'idée que l'être humain était une créature divine, donc une créature exceptionnelle avec une place toute particulière dans la création de Dieu. Or, l'héliocentrisme, en montrant que la Terre n'est pas le centre de l'univers, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit aussi en même temps que l'être humain n'est pas une créature aussi spéciale que ça. Elle n'est pas véritablement placée au centre de la création, au centre de l'univers. Ce qui fait en sorte que l'héliocentrisme est en quelque sorte la première grande blessure à l'orgueil de l'humanité. Oh tabarnak! En effet, avec l'héliocentrisme, avec Copernic, avec Galilée, l'homme se rend compte qu'il n'est pas le centre de l'univers. C'est un peu comme si vous essayiez de convaincre un participant d'Occupation Double que ce qui se passe dans sa petite vie, ses petits malheurs, ses petites misères, on s'en sac pas mal parce que c'est pas le centre de l'univers, justement. Probablement qu'il va réagir très mal et vous piquer une solide crise puis même pleurer tout son mascara avec toutes les larmes de son corps. Dès lors, les expériences de Galilée et plus tard celles de Newton vont permettre l'avènement d'une nouvelle vision du monde. Le monde n'est plus une création divine, c'est plutôt un assemblage de choses étendues qu'on peut quantifier, mesurer et prévoir. Et c'est pour ça que les mathématiques et les sciences en général sont très importantes dans l'avènement de la modernité. On va donc substituer à l'ancien discours mythico-religieux le discours rationnel, le discours scientifique. Ça deviendra le nouveau discours dominant. Donc, retenons qu'à partir de la modernité, à partir de ce fameux 16e siècle-là, la raison et les mathématiques sont en quelque sorte les sources de la vérité. Ce ne sont plus les textes sacrés, ce n'est plus la Bible qui nous donne le vrai, mais plutôt la raison et les mathématiques. Ce qui nous amène maintenant à parler du sujet qui va nous intéresser pour le reste du cours, le philosophe René Descartes. Qui est-il exactement René Descartes? Descartes est un philosophe français qui est né en 1596 et qui est mort en 1650. Il est né en Touraine, en France. Fait intéressant, le père de Descartes est ce qu'on pourrait appeler presque un politicien. Il est le conseiller politique finalement d'un parlementaire et sa mère malheureusement il n'aura pas la chance de la connaître tant que ça parce qu'elle va mourir peu après sa naissance, donc il vivra essentiellement avec son père. Durant sa jeunesse, Descartes va étudier au célèbre collège La Flèche en scolastique. On sait maintenant ce qu'est la scolastique et on verra un petit peu plus tard que Descartes va être extrêmement déçu par ses études. Il va de loin préférer les mathématiques à la philosophie, ou ce qu'on appelait à l'époque la scolastique. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. À partir de 1618, Descartes va s'engager comme militaire en Hollande. Et il va se passer quelque chose de bien particulier à l'hiver 1619 qui va suivre après. En effet, Descartes va s'enfermer durant cet hiver-là dans une petite pièce chauffée qu'on appelle un poêle. Et dans cette pièce chauffée-là, Descartes va passer l'entièreté de ses journées à réfléchir, à songer à toutes sortes de choses, et c'est dans cette expérience-là qu'il va vivre à l'intérieur du poêle qu'il va développer certaines de ses idées les plus fondamentales qui vont être au cœur de sa philosophie. Descartes va par la suite consacrer le restant de sa vie à l'activité intellectuelle. Mais la fin de la vie de Descartes va prendre un tournant pour le moins tragique, parce qu'en 1649, la reine Christine de Suède invite René Descartes à venir lui enseigner la philosophie directement en Suède. Au départ, Descartes hésite un peu, il n'est pas trop certain d'y aller, il décide finalement d'y aller, mais finalement,
En allant en Suède, il va se rendre là-bas, il va devoir donner des cours de philosophie à 5 heures à tous les matins à la reine, et durant son voyage, il va contracter une grosse grippe, une vilaine grippe. Puis on s'entend quand même que au 16e siècle, quand vous pognez une grosse grippe, il n'y avait pas des antibiotiques comme on les connaît aujourd'hui, donc ça pouvait être fatal, et c'est ce qui va malheureusement arriver à Descartes. Il va prendre un coup de froid et mourir malheureusement. Et ce qui est intéressant avec Descartes, c'est que c'est pas seulement un philosophe, c'est aussi un géographe, un mathématicien, c'est un passionné de sciences et qui va contribuer à l'avancement des sciences dans une panoplie de domaines scientifiques plus variés les uns que les autres. C'est un intellectuel donc de grand niveau qui va travailler dans plusieurs domaines. En matière de philosophie, il y a évidemment une œuvre dont on parle beaucoup lorsqu'il est question de Descartes, et c'est son fameux discours de la méthode qui va paraître en 1637. Vous aurez d'ailleurs un extrait de ce discours de la méthode-là à lire dans votre texte obligatoire d'aujourd'hui. Il est maintenant temps de s'attaquer directement à la philosophie de René Descartes. Donc, on va essayer ensemble de comprendre quelles sont les thèses structurantes de sa philosophie, puis comprendre aussi les conséquences qui peuvent en découler. On dit généralement de la philosophie de Descartes qu'il s'agit d'une forme de rationalisme. Qu'est-ce que c'est que le rationalisme? Petit rappel de Philo 1, le rationalisme, c'est une théorie philosophique qui stipule que la vérité ou la connaissance trouve sa source dans la raison, dans la rationalité. La thèse de Descartes sera donc simple. Il s'agira de définir l'être humain comme étant un être essentiellement de raison. Qu'est-ce que c'est exactement que la raison? C'est assez simple. Pour Descartes, la raison, c'est strictement la capacité de distinguer le vrai du faux. Et ce qui est particulier aussi avec la théorie de Descartes, c'est que Descartes prétend que nous disposons tous de la raison. Il dira que la raison est la chose du monde la plus communément partagée. Selon lui, tous les êtres humains sont fondamentalement dotés de raison. Sauf que là, c'est quand même assez facile de contredire Descartes là-dessus. Est-ce qu'effectivement, tout le monde est doté de raison? Pourtant, moi, je vois au quotidien des gens qui ont l'air pas mal stupides, donc qui n'ont pas l'air trop rationnels. Donc, est-ce que Descartes se trompe? J'ai d'ailleurs un très bon exemple de ça. L'avantage, lorsqu'on vit une situation de pandémie et un état d'exception, c'est qu'il arrive toujours des histoires un peu funky puis un peu drôles. Puis d'ailleurs, au mois d'avril, en Californie, à Salt Lake, il y a une madame qui a été arrêtée par la police dans un supermarché. Pourquoi? Parce qu'elle avait léché pour près de 1800 $ d'articles dans le supermarché. Fait qu'imaginez, la madame est entrée dans un supermarché, puis elle s'est mise à licher tout ce qu'il y avait dans le supermarché. À soupe! Ben oui, c'est ça qu'elle a fait, et on l'a arrêtée. La police l'a arrêtée, elle a été évidemment emprisonnée, puis on lui a donné une amende très salée. Mais si on suit Descartes, cette madame-là serait autant doté de raison que Albert Einstein, par exemple. Ça peut nous sembler un petit peu particulier, donc. Est-ce que Descartes y exagère? En fait, Descartes, finalement, maintiendrait sa position. Tout ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que la raison est la chose du monde la plus communément partagée, ça ne veut pas dire que tout le monde utilise sa raison de la même manière. Il y a des gens qui l'utilisent mieux que d'autres, visiblement, et cette madame-là a mal utilisé sa raison. Donc, c'est pas une différence de nature qui existe entre les individus, mais une différence d'usage, c'est-à-dire qu'on dispose tous de la raison, mais on se différencie les uns les autres de par l'utilisation qu'on fait de cette raison-là. Et c'est exactement pourquoi Descartes va nous proposer une philosophie grâce à laquelle il va nous donner des moyens, une méthode pour bien conduire sa raison. Tout ça m'amène donc à parler d'un événement majeur puis capital dans la vie de Descartes auquel j'ai fait un petit peu allusion tantôt, c'est-à-dire la fameuse période où Descartes va fréquenter le Collège de la Flèche, autrement dit, la période durant laquelle il sera étudiant. Descartes va effectivement être terriblement déçu par ses études, même amèrement déçu. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à trouver des manières claires de vivre durant ses études, des indications claires, nettes et distinctes quant à la manière dont il devait vivre sa vie. Or, au lieu de tout ça, au lieu d'avoir trouvé des certitudes pendant ses études, il n'aura trouvé, dit-il, que doute et incertitude. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que Descartes va préférer de loin les mathématiques
à la philosophie. Pourquoi? Parce que lorsque Descartes va étudier la philosophie, il va se rendre compte que les philosophes ne font rien d'autre que se disputer, que se quereller continuellement. Ils ont tous des points de vue, des opinions, des thèses qui se contredisent les uns les autres et donc ils ne sont jamais capables de parvenir à une certitude. Ils sont toujours en train de se disputer, ce qui fait en sorte que Descartes ne trouve absolument aucune connaissance claire, distincte et certaine dans la philosophie. Mais à l'inverse, les mathématiques, elles, lui fournissent des évidences, lui fournissent des connaissances certaines qui valent pour tous les êtres rationnels en toutes circonstances possibles. Donc pour Descartes, les mathématiques sont de loin supérieures à la philosophie. Donc tout le projet de la philosophie de Descartes, ce sera de refonder la philosophie, mais en s'appuyant sur le modèle des mathématiques. Autrement dit, il faut refonder la philosophie sur l'exigence de certitude. L'exigence de certitude, c'est quoi? C'est ce que Descartes va appeler la règle de l'évidence, qui consiste à dire « il ne faut rien tenir pour vrai à moins de le savoir de manière évidente, c'est-à-dire de manière claire et distincte ». Par exemple, les mathématiques nous fournissent effectivement des connaissances évidentes, c'est-à-dire des connaissances qui sont claires et distinctes, puis qui valent en toutes circonstances possibles. Par exemple, tout le monde connaît la fameuse règle mathématique en vertu de laquelle la somme des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. Évidemment que tout le monde connaît ça. Si je vous demande de me réfuter ça, de me prouver que c'est pas vrai, est-ce que vous allez être capable? Holy fucking shit! Ben non, vous ne serez pas capable. Pourquoi? Parce que pour Descartes, il s'agit d'une connaissance évidente, claire et distincte et qui s'impose à nous de facto. Donc, c'est un peu comme si les mathématiques nous donnaient des connaissances, des vérités qu'on savait déjà, qui étaient comme déjà présentes à l'intérieur de nous. Donc, ce que Descartes veut, c'est justement de faire en sorte que la philosophie, plutôt que de fournir des connaissances éparses avec des philosophes qui se disputent, c'est plutôt de faire en sorte que la philosophie nous fournisse, comme les mathématiques, des connaissances claires, nettes et distinctes, des connaissances certaines. C'est cette fameuse exigence de certitude-là. Donc, pour faire en sorte que la philosophie, comme les mathématiques, nous mène à des connaissances certaines, des certitudes, Descartes va nous dire qu'on n'a pas le choix d'adopter une certaine méthode. Parce que pour bien conduire sa raison, faire en sorte que notre raison dans la philosophie puisse nous mener à des certitudes, à des vérités évidente, ben, on n'a pas le choix de respecter une certaine démarche, ce que Descartes va appeler une méthode, donc certaines règles bien précises. Pourquoi cette méthode-là est nécessaire? Ben, Descartes nous l'a dit tout à l'heure. Hein? Il dit qu'on dispose tous de la raison, mais on ne l'utilise pas nécessairement de la même manière. Ce qui fait en sorte que des fois, on utilise mal notre raison. Pourquoi? Notamment à cause du type d'éducation qu'on va avoir reçu durant notre vie. C'est sûr que si dans votre vie, tout ce que vous faites, c'est que vous vous abreuvez des chroniques de Richard Martineau, que vous écoutez TVA Nouvelles, puis que vous passez le reste de votre temps sur TikTok, ben ça se peut qu'effectivement votre compréhension du monde ou votre usage de la raison soit un petit peu biaisé puis fonctionne un petit peu tout croche. Un autre très bon exemple de ça, c'est les fameuses théories conspirationnistes qui pullulent sur les réseaux sociaux puis sur Internet en temps de pandémie. Ben oui, la pandémie, c'est un coup monté! Bill Gates l'avait dit il y a 1 an qu'il allait avoir 65 millions de morts à la suite du coronavirus! Il l'avait dit! Fait que c'est lui qui l'a fait! Puis je le sais ce qu'il veut faire avec ça! Il veut faire vacciner le monde pour faire mettre des micro-puces, surveiller les gens, puis dépeupler le monde! C'est sûr que si vous pensez que le vaccin a été créé de manière un petit peu obscure par Bill Gates puis que tout ça est transmis par la connexion 5G, ça se pourrait qu'à quelque part, vous utilisez un peu mal votre raison. Hein? Vous remettez tout en doute, sauf que vous appuyez pas nécessairement sur des sources qui sont très crédibles. Donc, c'est exactement ça que Descartes nous dit. On dispose tous de la raison, mais des fois, on en fait une utilisation qui n'est pas adéquate. Donc, il faut suivre une méthode pour justement parvenir à des connaissances certaines. Puis c'est ça qu'on doit faire justement en philosophie. Le premier moment fondamental de cette fameuse méthode cartésienne-là pour bien conduire sa raison, c'est un moment destructeur. C'est le moment de ce qu'on appelle le doute hyperbolique. En quoi consiste exactement cette
première étape destructrice de la méthode de Descartes? Ben c'est simple. Pour Descartes, avant même de vouloir parvenir à des connaissances certaines, il faut d'abord douter de tout. Mais absolument tout. Il faut tout remettre en question. Pour reprendre les mots de Descartes, il faut s'affranchir de la suggestion des précepteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'affranchir de l'esclavage que l'on subit lorsque l'on se fie à ceux qui nous enseignent et nous transmettent des connaissances. Ça veut donc dire que pour Descartes, le premier moment de la méthode consiste à douter de toutes les informations qu'on nous a transmises depuis notre naissance, par nos parents, par les médias, par l'éducation. Tout ce que vous avez appris dans votre vie, Descartes vous dit, remettez tout ça en question. Faites comme si tout ce qu'on vous avait transmis était incertain. Donc quand on dit douter de tout rejeter, ça ne veut pas dire considérer que tout ce qu'on vous a transmis, c'est faux, mais simplement prétendre que ces choses-là sont probablement incertaines. Donc Descartes va avoir une belle image pour parler de ce moment destructeur-là. Puis c'est un peu l'image de l'éducation, de l'école. Tu sais, quand vous êtes à l'école, ben vous utilisez des livres. Puis ça se peut que des fois, vous trouviez le temps long, parce qu'on se dit « Ah, c'est trop théorique, je suis trop dans mes livres. » Ben Descartes va vous dire, pour utiliser adéquatement les livres, pour avoir une utilisation qui est bénéfique des livres, parfois, il faut savoir aussi fermer ces livres-là. Donc, fermer les livres pour créer les conditions d'utilisation d'un bon usage des livres, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement Descartes? Ben, Descartes veut nous dire que des fois, remettre en question tout ce qu'on a appris, puis plutôt sortir des livres puis aller faire soi-même l'expérience du monde, voir le monde tel qu'il est, ben des fois, ça peut être une maudite bonne affaire. Et j'ai d'ailleurs toujours le même souvenir quand je vous parle de Descartes qui dit qu'il faut parfois fermer les livres pour utiliser adéquatement les livres. Moi, je me souviens, dans mes premières classes de philosophie, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignement, je me souviens dans une classe, j'avais un dude en arrière de la classe qui se démarquait du reste de la classe par sa baboune extraordinaire. Il avait toujours une face un peu de même. Je peux vous la mettre encore plus proche si vous voulez. Donc, il fait toujours une face de baboune. Puis c'est bien quelque chose qui me tente dans la vie, c'est bien les faces de baboune. Puis je voyais bien que l'étudiant, il fonctionnait mal, il n'y avait pas de fun, il n'y avait pas de plaisir, tout ça. Puis maintenant, je suis allé le voir, j'ai demandé « Hey dude, qu'est-ce qui va pas? » Puis là, il m'a répondu avec un verbe extraordinaire « C'est de la merde, c'est plate. » Puis là, j'ai dit « OK, ouais, parfait, mais je dis « T'es pas obligé d'être ici, là. T'es au cégep, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'en aller, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi t'es là? » Il m'a répondu, « C'est ma mère qui veut que je sois ici. » Mais j'ai dit là, t'es un individu autonome, t'es pas obligé d'être à la solde de ta maman, t'es capable de prendre tes décisions de manière tout à fait autarcique. Fait que, je veux dire, t'es pas obligé d'être là. C'est quoi que t'aimerais faire dans la vie? Il dit, j'aimerais ça voyager. Ben j'ai dit, d'où? Voyage! Vas-y, va-t'en! Puis à ce moment-là, il y a comme une étincelle dans ses yeux qui s'est allumée. Comme si il fallait que quelqu'un lui dise que justement, il fallait qu'il remette en question ce qu'on lui avait imposé pour pouvoir vivre dans le vrai, puis vivre la meilleure des vies possibles. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec le dude? Ben je l'ai plus jamais revu dans mes classes. Mais non, le dude est parti. Là, j'ose espérer qu'il a vraiment sorti de ma classe, puis qu'il est parti voyager, qu'il a fait le tour du monde, puis qu'il s'est pas mis à vendre du crack sur le bord de la rue. Donc j'ose espérer quand même qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Mais cette anecdote-là, ce que ça raconte, c'est que ça montre que Descartes a raison. Parfois, avant de pouvoir parvenir à des certitudes, il nous faut remettre en question tout ce qu'on nous a imposé, tout ce qu'on nous a transmis comme information, comme savoir, comme connaissance. Remettre tout ça en question, tout rejeter, faire en sorte, faire semblant que toutes ces choses-là qu'on nous a apprises sont incertaines. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on considère que quelque chose est incertain, ben, on a beaucoup plus de chances de parvenir finalement à un système qui ne contiendra aucune erreur par la suite. Voilà donc ce qu'est le doute hyperbolique. C'est donc un doute qui s'applique à tout ce que l'on a reçu comme connaissance et comme information depuis qu'on est au monde. Ce moment-là du doute hyperbolique, donc de ce doute radical, est extrêmement intéressant puis vraiment important. Descartes nous fait ici un maudit beau cadeau, parce que s'il y a bien quelque chose qui est important à l'ère des fausses nouvelles puis des faits alternatifs sur les médias sociaux, ben c'est bien le doute hyperbolique de Descartes.
Parce que si on suit la règle, évidemment, de Descartes et sa méthode, ben, avant de considérer une information comme certaine, on devrait d'abord la remettre en doute. Puis malheureusement, ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas, surtout lorsqu'il y a prolifération de certaines fausses nouvelles. On n'a pas besoin de regarder très loin, on peut regarder certaines des fausses nouvelles qui ont été les plus populaires sur les réseaux sociaux pour se convaincre des fois que les gens doutent peut-être pas assez avant de croire quelque chose. Puis ici, effectivement, le doute cartésien est très important lorsqu'on fait face à des fausses nouvelles, parce que ces fausses nouvelles-là peuvent avoir des conséquences désastreuses des fois. L'une de ces fausses nouvelles-là qui a des conséquences complètement épouvantables, c'est la fameuse histoire du Pizzagate. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire du Pizzagate-là, mais il faut remonter en 2016 durant la campagne présidentielle aux États-Unis. Il y a des gens sur Internet qui ont commencé finalement à laisser croire que le directeur de campagne de tournée d'Hillary Clinton était en fait lié à une espèce de réseau de pédophilie et un réseau où est-ce qu'on faisait la traite, l'esclavage puis la maltraitance de jeunes enfants. Et on avait même été jusqu'à identifier une pizzeria où le directeur de campagne d'Hillary Clinton se rendrait justement pour martyriser des enfants. On avait été jusqu'à dire que dans cette pizzeria-là, il y avait une espèce de donjon où est-ce qu'on kidnappait les enfants puis qu'on les amenait, qu'on les attachait pour mieux les brutaliser par la suite. Ça a l'air complètement farfelu, mais beaucoup de gens adhéraient à cette théorie conspirationniste-là, même qu'à un certain point, il y a quelqu'un qui croyait à ce point que cette théorie-là était vraie, qu'il a décidé d'aller incendier la dite pizzeria. Puis résultat, bien évidemment que le propriétaire de la pizzeria était assez chanceux pour se sauver puis pas perdre la vie, mais sa pizzeria a été capote, perte totale. Et quand les policiers sont venus faire une investigation, ben il n'y avait effectivement pas de donjon, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas d'enfants kidnappés, ni quoi que ce soit. C'était une fausse nouvelle, mais une fausse nouvelle qui a eu des conséquences dramatiques. C'est pour ça que ce fameux moment du doute destructeur-là, ce doute radical, hyperbolique de Descartes, est toujours très important lorsque l'on veut parvenir à des connaissances certaines. Remettre en question ce que l'on croit vrai, ça devrait toujours être une posture primordiale lorsque l'on fait de la philosophie ou lorsque, dans la vie de tous les jours, on vit notre vie de citoyen. Mais Descartes va beaucoup plus loin que les informations qui nous seraient transmises, mettons, sur les réseaux sociaux. C'est pas juste ça qu'il faut réfuter, qu'il faut rejeter par le doute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut rejeter absolument tout. Puis quelle est la manière la plus élémentaire par laquelle on acquiert des connaissances dans le monde? Ben c'est simple. Nos sens. Notre ouïe, notre odorat, notre vue, notre toucher et notre goût. Et nos sens, nous dit Descartes, il faut aussi en douter. Ah, what the fuck? Oui, les opinions que nous fondons à partir de ce que nos sens nous donnent, ben il faut en douter aussi. Nos sens sont fondamentalement trompeurs, selon Descartes. Effectivement, des fois, nos sens nous amènent dans des directions, finalement, qui sont très éloignées de la vérité. On ne peut pas toujours faire confiance à nos sens. L'un des exemples que va prendre Descartes, ça va être le problème de la réfraction. La réfraction, c'est quoi? Avez-vous déjà remarqué que si vous prenez, par exemple, un bâton et que vous le mettez dans un verre d'eau, par exemple, bien, si vous regardez le verre d'eau, vous allez avoir l'impression que le bâton il est comme cassé, comme s'il était un peu en angle. C'est une illusion d'optique qu'on appelle la réfraction. Or, on sait pourtant pertinemment bien que le bâton n'est pas cassé et n'est pas plié pour vrai. C'est simplement une manière dont nos sens traitent la réalité, mais c'est une manière trompeuse de concevoir la réalité. Le bâton n'est pas cassé, il reste droit, c'est une illusion d'optique. Notre vue nous trompe. Même chose pour notre planète Terre. Quand on va se promener dans la rue, qu'on fait un petit peu de bicycle, un petit peu de rollerblade avec son gilet bédaine favori, ben on n'a pas l'impression que la Terre, elle est ronde puis qu'elle est en mouvement, ou autrement dit qu'elle est sphérique puis qu'elle bouge. Ben non, on a l'impression que tout est plat puis que tout est immobile. Mais on sait pourtant très bien que la Terre c'est une sphère puis qu'elle tourne sur elle-même. Pourtant, on n'a pas cette impression-là. Nos sens ne nous disent pas que la Terre est sphérique, ni qu'elle est en train de tourner. On a l'impression que tout est stable et immobile. Donc, nos sens nous trompent, motherfuckers! Il faut aussi douter de nos sens. Si je vous présente l'image suivante de deux photos de la tour de Pise,
Est-ce que vous pouvez me dire dans laquelle des deux photos est-ce que la tour est plus penchée? De façon instinctive, lorsqu'on regarde la photo, on a l'impression que dans la photo de droite, la tour de Pise est beaucoup plus penchée. Or, dans les faits, il s'agit exactement de la même photo! Ben oui! C'est une illusion d'optique. On a l'impression qu'il y a une des deux photos qui met en scène une tour qui est plus penchée que l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de la même photo. Donc, nos sens nous trompent, chers amis. Et d'ailleurs, dans les diapositives, vous trouverez plusieurs autres illusions d'optique qui prouvent un peu la thèse de Descartes, qui nous dit que si on veut parvenir à des connaissances certaines, ben on n'a pas le choix de remettre en doute ce que nos sens nous donnent aussi. Parce qu'on le voit très bien, nos sens nous trompent, chers amis. Mais là, j'en entends déjà certains se dire « Ouais, mais là, JP, là, René, là, il a visiblement fumé 2-3 battes de trop. » Parce qu'il me semble que c'est un peu excessif de remettre tout en question ce que nos sens nous donnent. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, peut-être pas tant que ça. Puis Descartes, d'ailleurs, va vous donner un autre exemple. Est-ce que vous êtes capable de me donner une preuve que présentement, vous n'êtes pas en train de rêver? Mindfuck! C'est vrai! Est-ce que, dans le fond, présentement, êtes-vous certain que vous n'êtes pas en train de rêver? Descartes va prendre l'image d'un cerveau dans une cuve. C'est-à-dire que peut-être que, dans le fond, ce que vous êtes en train d'expérimenter présentement, c'est rien d'autre qu'un grand rêve. Peut-être que, dans le fond, je suis là en avant de vous autres, mais je suis pas vraiment là, j'existe pas. Peut-être que c'est juste le fruit de votre imagination, puis que, dans le fond, vous êtes juste une espèce de cerveau dans une cuve qui avait de l'imagination, qui générait des rêves et donc des fantasmes. Puis ce que vous voyez présentement, c'est pas tant la réalité, c'est juste un fantasme que vous voyez. Ce serait rien d'autre qu'un rêve. Est-ce que vous pouvez me prouver que présentement, vous n'êtes pas en train de rêver? Holy fucking shit! C'est un peu comme dans le film La Matrice. Ceux qui connaissent le film vont bien s'y retrouver. Il y a une scène dans La Matrice où est-ce que Neo, le personnage principal, rencontre Morpheus et Morpheus lui offre finalement de choisir l'une ou l'autre des pilules, la pilule rouge ou la pilule bleue. La pilule rouge, ça lui donnera accès à la véritable réalité et la pilule bleue, à l'inverse, va plutôt lui permettre de rester dans le monde du rêve. Et c'est ça la matrice. Dans ce film-là, on se rend compte que notre réalité, ce n'est pas la véritable réalité, ce n'est qu'un grand programme informatique qui fait en sorte qu'on a l'impression de vivre telle expérience, alors que ce n'est pas le cas. C'est comme si ce serait un monde virtuel et que la réalité serait par-delà ce monde-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Ben Descartes, c'est pour ça qu'il va dire « remettons en doute tout ce que nos sens nous donnent, même si on a l'impression d'habiter dans le monde, on a l'impression que le monde existe, que ce qui est autour de nous, c'est vrai, Descartes nous dit « doutez de tout et doutez même de ça. Même si ça vous semble évident, doutez de ça parce que vos sens peuvent vous tromper. Et rien ne prouve que vous n'êtes pas présentement en train de rêver. Donc, doutez même du monde lui-même. » Donc, jusqu'ici, si je fais un petit résumé, Descartes nous dit le premier moment très important de la méthode, c'est de remettre en doute tout ce que l'on croit vrai. Remettre en doute toutes les informations qui nous ont été transmises et que l'on considère être vraies. Et ça passe notamment d'abord par remettre en question même ce que nos sens nous donnent. Mais Descartes va aller même un petit peu plus loin encore. Parce que je vous ai dit tantôt que pour Descartes, il y a une chose qui nous donne des connaissances claires, distinctes et évidentes. C'était quoi cette chose-là? Les mathématiques. Mais là, Descartes nous dit, si on veut vraiment appliquer le doute radical, ben on n'a pas le choix de même remettre en question les mathématiques. Comment on va faire ça? Ben c'est grâce à l'hypothèse du malin génie. Donc, pour inclure les mathématiques dans ce fameux doute hyperbolique-là, Descartes va invoquer l'image d'un malin génie. Il va nous dire, ben, imaginez qu'il y aurait quelque chose comme un malin génie qui ferait en sorte que les mathématiques seraient fausses. Parce qu'on le sait, Descartes, lui, il pense que les mathématiques, ça nous donne des connaissances claires et distinctes, mais là, on n'a pas le choix de les remettre en question dans le doute hyperbolique. C'est le premier moment de notre méthode. Donc, Descartes dit, imaginons qu'il y a un malin génie qui ferait en sorte que les mathématiques seraient fausses. En mathématiques, par exemple, on pense que 1 plus 1, ça fait 2, mais imaginons qu'il y aurait quelque chose comme un malin génie, une espèce d'esprit pas smart, qui ferait en sorte que on pense que 1 plus 1, ça fait 2,
mais que dans le fond, la réalité, ça serait que 1 plus 1, ça ferait 3. Oh fuck! Donc, si on fait cette hypothèse du malin génie-là, ben, on peut inclure les mathématiques dans ce moment du doute hyperbolique-là. On peut donc en venir à douter des mathématiques elles-mêmes. Donc, à ce point-ci de la méthode, on a accompli le premier moment de cette méthode-là. Ce fameux doute radical, ce doute hyperbolique. On a remis en question tout ce que nos sens nous donnaient, puis on a même remis en question les mathématiques, nous dit Descartes. Donc, théoriquement, on a tout remis en doute. Fait que, est-ce qu'il reste quelque chose? Et c'est là que Descartes va nous dire « Oui, motherfuckers ». Parce qu'effectivement, lorsqu'on a tout remis en doute, y compris les sens et les mathématiques, Descartes nous dit qu'il nous reste une chose à propos de laquelle on ne pourrait jamais douter. C'est ce qu'on va appeler le cogito cartésien. Quand Descartes nous dit qu'il y a une seule chose de laquelle on ne peut jamais douter, quelle est cette chose-là? Ben Descartes va nous dire, même après avoir remis en question nos sens, même après avoir remis en question les mathématiques, il reste une chose sur laquelle on ne peut pas douter. Cette chose-là, c'est « je pense, donc je suis ». Effectivement, même quand on a tout remis en doute, même quand on considère que tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on croit vrai est incertain, il y a une chose à propos de laquelle on ne peut jamais douter, et c'est le fait qu'on est en train de penser. Je ne peux jamais remettre en doute que je pense. Même si tout autour de moi, toutes mes connaissances, tout ce que me donnent mes sens, même si les mathématiques sont fausses, il y a une chose que je ne pourrai jamais douter. Je suis en train de penser présentement. Je pense, donc je suis. C'est la première certitude fondamentale selon Descartes. C'est ce qu'on appelle le cogito. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. En bref, après avoir tout révoqué en doute, il y a effectivement une connaissance indubitable, une connaissance certaine, claire et évidente de laquelle on ne peut jamais douter, c'est que je pense, donc je suis. Autrement dit, je suis, j'existe comme une substance pensante. On ne peut pas douter de cette réalité-là. Nous existons, nous sommes une substance pensante. Et dans la mesure où je pense, ben je suis, j'existe. C'est une certitude indubitable, la première à laquelle Descartes nous dit qu'on peut et que l'on doit parvenir. Mais là, il y en a sûrement certains qui sont en train d'écouter ça puis qui en même temps font comme du Netflix and chill, ils font comme « Tabarnak là, JP, tu viens de me parler. » Donc, je vais vous faire un autre petit résumé, je vais vous redire encore en d'autres termes, ce que je viens de vous expliquer. Donc, on le sait, premier moment de la méthode, on a tout remis en doute. Maintenant, la question de Descartes, c'est de se demander, après avoir tout remis en doute, est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne peux pas douter? Il reste-tu quelque chose? Il reste-tu quelque chose que je ne peux pas remettre jamais en doute? Et c'est à ce moment-là, donc, où Descartes va dire, ben, s'il y a un malin génie qui essaie de me tromper, chose certaine, il doit y avoir quelque chose, quelqu'un qui est trompé. Ce quelqu'un ou quelque chose-là, c'est moi. Donc, je suis et j'existe. Et s'il y a donc quelque chose qui est là, ce quelque chose-là est en train de faire quelque chose présentement. Il est en train de penser. Donc, je ne peux pas douter du fait que j'existe et je ne peux pas douter du fait non plus que je suis en train de penser. Donc, la première certitude de Descartes, c'est de dire « je suis et j'existe parce que je pense ». Donc, je pense, donc je suis. Le cogito ergo sum. Wouh! C'était un très gros morceau, donc essayons de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit jusqu'ici. On a dit que la méthode de Descartes consiste à suivre certaines règles, certains moments. Le premier moment de cette méthode-là, c'était de douter de tout, le doute hyperbolique, de tout remettre en question. Une fois qu'on a tout remis en question, y compris les mathématiques, ben Descartes se pose la question, est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce qu'il reste une connaissance certaine dont je ne peux douter? Ben il va dire, bien sûr, je suis en train de penser, j'existe. Donc, ça veut dire que je suis, j'existe comme substance pensante. Je pense, donc je suis. Le cogito, c'est donc la première certitude cartésienne. Sauf que là, on se retrouve quand même devant un petit problème. C'est bien beau de dire « je pense, donc j'existe »,
Mais sauf que là, on n'a toujours pas de monde extérieur réel. Je vous le rappelle, on a tout remis en question, y compris ce que nous donnaient nos sens, et donc on a même remis en question l'existence du monde extérieur. Il ne reste plus rien. Donc là, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Il nous faudrait quand même un monde. Ça serait smart qu'au moins on ne doute pas du monde dans lequel on vit. Donc, la deuxième étape de Descartes, ce sera justement de redonner un statut certain au monde extérieur, aux choses qui nous entourent. Sinon, ça serait pas mal difficile de vivre notre vie. Mais là, comment Descartes va réussir à parvenir à ça exactement? Là, ici, je vais rentrer dans quelque chose qui tient pas mal plus de la science-fiction que du discours rationnel ou philosophique. Vous allez voir, c'est ici qu'on va se rendre compte que Descartes est quand même un homme de son temps. Même s'il a étudié la scolastique, puis la scolastique l'a déçu, visiblement, la scolastique va avoir eu un impact sur ce qu'il va nous dire prochainement. Vous allez le voir à l'instant, ça va justement lui permettre de redonner un statut certain au monde. Donc, pour redonner un statut certain et indubitable au monde, mais aussi aux informations que nous donnent nos sens, Descartes, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va scruter son intériorité. Il va regarder à l'intérieur de lui, puis il va dire, lorsque je regarde à l'intérieur de moi, un peu comme si vous alliez passer des rayons X, puis là qu'on pouvait voir les idées que vous ayez en dedans de vous autres. Ben, Descartes nous dit, quand je regarde à l'intérieur de moi, j'ai des idées. Puis une de ces idées-là, c'est l'idée de perfection. Lorsqu'il voit cette idée de perfection-là en lui, Descartes se souvient de certaines choses qu'il a apprises pendant ses cours de scolastique. Dans ses cours de scolastique, on lui enseignait qu'il doit y avoir autant de réalité dans la cause que dans l'effet. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si Descartes a en lui l'idée de perfection, ben cette idée de perfection-là, il ne peut pas l'avoir mise en lui-même par lui-même. Pourquoi? Parce que Descartes est lui-même un être imparfait. Donc, ça veut dire que cette idée de perfection-là en lui, si c'est pas lui qui l'a mis là, ben il doit y avoir quelque chose d'autre qui l'a mis là, c'est-à-dire un être parfait et infini lui-même. Qui est cet être-là? Ben, ça peut juste être Dieu. Tabarnak! Oui, c'est effectivement ce que Descartes va nous dire. Il a en lui l'idée de perfection. Comme il est lui-même un être imparfait, il ne peut pas avoir mis cette idée de perfection-là lui-même dans son esprit. Ça doit donc être un être aussi parfait que cette idée de perfection-là, qui a mis en lui cette idée de perfection-là. Bref, ça veut donc dire que c'est Dieu qui a mis en lui cette idée de perfection-là, et c'est donc, selon Descartes, la preuve indubitable que Dieu existe! Tabarnak! Ben oui, Descartes vient juste de vous prouver que Dieu existe, hein? Tant de millénaires à se poser cette dernière question pour avoir une preuve aussi limpide et évidente. Donc pour Descartes, que Dieu existe, c'est indubitable, ça va de soi. On ne pourrait pas avoir une idée de perfection dans notre tête si ce n'était pas un être parfait qui avait lui-même mis cette idée-là dans notre tête. Donc, ça voudrait dire que Dieu est effectivement une réalité. Dieu existe. Et donc, si Dieu existe, ça veut donc dire que Dieu, c'est un être infini et parfait. S'il est parfait, ça veut donc dire qu'il est aussi nécessairement bienveillant. S'il est bienveillant, donc généreux et gentil, ça veut donc dire que Dieu ne pourrait pas avoir créé un malin génie qui nous tromperait et qui ferait en sorte que les mathématiques, ce serait faux, et aussi que le monde, par conséquent, serait faux. Ce qui veut donc dire que l'existence d'un Dieu infini, parfait, fait en sorte que c'est impossible qu'il y ait un malin génie qui nous trompe. Donc, s'il n'y a aucun malin génie qui nous trompe, et donc que Dieu est infiniment bon, ben Dieu lui-même ne chercherait pas à nous tromper. Il nous donnerait pas des sens qui nous donnent du faux. Il nous donnerait pas un monde qui n'existe pas. Ben non! Fait que s'il n'y a pas de malin génie puis Dieu cherche pas à nous tromper lui-même, ça veut donc dire quoi? Que ce que nos sens nous donnent, que le monde à l'extérieur de nous puis que les mathématiques sont vrais. Tabarnak! Oui, c'est effectivement comme ça que Descartes va réussir à redonner un statut certain au monde en invoquant l'idée de Dieu.
Donc, si je fais un petit récapitulatif, étant donné qu'il y a beaucoup d'idées là-dedans, donc comment est-ce qu'on redonne un statut certain au monde? Ben, c'est simple, Descartes regarde en lui, il y trouve l'idée de perfection. Cette idée-là peut juste avoir été mise en lui par un être aussi parfait. Un être aussi parfait, c'est qui? C'est Dieu. Donc, Dieu existe nécessairement. Et si Dieu existe, qu'il est parfait, il est donc nécessairement généreux, bon, bienveillant, ce qui veut donc dire qu'il n'aurait pas créé un malin génie qui chercherait à nous tromper, ce qui veut donc dire aussi que les mathématiques sont vraies, que nos sens nous donnent du vrai et que le monde à l'extérieur de nous existe pour vrai. Descartes ajoutera finalement à cette preuve-là que dans le fond, si Dieu nous a donné la raison, c'est justement pour qu'on puisse connaître le monde et qu'il s'agit simplement de bien diriger cette raison-là par une méthode et surtout en utilisant aussi les mathématiques pour ce faire. Et Descartes ajoutera donc à cette preuve-là aussi que si le monde existe indubitablement, c'est parce que Dieu ne nous aurait jamais donné une raison sans monde. Si on a une raison, Dieu nous a donné cette faculté-là pour connaître un monde grâce à une méthode donnée. Donc, il ne pourrait pas nous avoir donné la capacité de sentir, de réfléchir puis de connaître s'il n'y avait pas véritablement un monde qui existait. Donc, on ne peut pas douter de l'existence du monde, ni de l'existence de notre raison, ni de l'existence de notre corps, ni de l'existence de ce que nous donnent nos sens, ni de celle des mathématiques non plus. Bref, on est enfin revenu dans le monde de la certitude. Bon, c'est sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ce moment-là de la philosophie de Descartes tient plus de la science-fiction que du savoir rationnel. Cependant, là où ça devient extrêmement intéressant, ce moment-là de la philosophie de Descartes, ce sont les conséquences que ça va avoir sur la vision que Descartes a de l'être humain. Parce que je vous le rappelle, pour Descartes, Dieu nous a donné la raison et il nous a donné un monde sur lequel cette raison-là peut s'appliquer. Donc, si Dieu nous a donné un monde, c'est pour qu'on le domine par l'utilisation de notre raison. C'est ce qui va faire en sorte que Descartes va mettre de l'avant une idée qui va prévaloir très 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 longtemps, puis voire même encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'homme serait en fait le maître et le possesseur de la nature. Parce qu'en effet, si Dieu nous a donné un monde qu'on peut utiliser à notre guise, façonner, transformer selon notre volonté grâce à notre raison, ben c'est bien correct. C'est tout à fait correct. On n'a pas, par exemple, à se soucier des conséquences environnementales de ce que nos actions en tant qu'être humain pourraient avoir. Ben non, parce que Dieu nous a justement donné un monde comme ça pour qu'on le transforme, pour qu'on le domine grâce à la rationalité. Et là, je fais écho aux fameuses questions que je posais au début du cours. Je vous avais promis que j'allais trouver l'origine, mais aussi le remède en tant que tel de la pandémie actuelle. Puis je vous ai dit, c'est simple, l'origine comme le remède, c'est René Descartes. Parce qu'effectivement, René Descartes, c'est lui qui a initié cette vision-là de l'homme comme possesseur, maître, propriétaire et dominateur de la nature. Si on connaît actuellement une pandémie, ben on comprend que c'est entre autres à cause finalement de la manière dont l'homme traite la nature actuellement. Donc généralement, on émet l'hypothèse que la pandémie du COVID-19, c'est issu de ces fameux wet markets qu'on va retrouver par exemple en Chine, où est-ce qu'on va vendre, trafiquer toutes sortes d'animaux exotiques. On pense qu'il y aurait assurément eu à tout le moins un contact entre une chauve-souris ou un animal exotique et un être humain, ce qui aurait permis la propagation de la COVID-19. Donc tout ça, finalement, renvoie au même phénomène. Le fait que l'homme utilise la nature pour son bien-être propre, pour son propre intérêt. La nature n'est qu'un instrument qu'il peut dominer à sa guise grâce au savoir, à la connaissance, à ses outils puis à la technique. Mais ça, on voit qu'est-ce que ça donne aussi. Ça peut amener des conséquences écologiques majeures qui vont ensuite avoir une incidence majeure sur nous-mêmes. Si on regarde juste, par exemple, notre système économique, si on regarde le régime capitaliste qui vise à produire un maximum de capital, un maximum de profit, peu importe les externalités, c'est-à-dire peu importe les conséquences écologiques que ça peut avoir, ben, on se rend compte qu'au final, on va finir par en payer le prix collectivement.
C'est effectivement l'homme qui est à l'origine de la crise écologique que l'on vit actuellement. On parle beaucoup des changements climatiques, donc des effets pervers des activités humaines sur l'environnement. Eh bien, tout ça, c'est à cause de René Descartes. C'est à cause de cette vision du monde-là qui fait de l'homme le maître et le possesseur de la nature. Donc la nature n'est pas quelque chose que l'on doit respecter, avec lequel on doit vivre en harmonie et selon un certain équilibre. C'est simplement un donné qu'on nous donne et que l'on doit dominer par tous les moyens possibles, simplement pour satisfaire nos besoins d'être humain. Sauf qu'en même temps, de la même manière, si Dieu nous a donné un monde qu'on doit dominer par la raison selon Descartes, ça veut aussi dire que les phénomènes naturels qui se présentent à nous, c'est-à-dire la manière dont la nature, entre guillemets, se venge un peu de nos activités, ben on peut aussi contrôler ça grâce au savoir scientifique, grâce à la raison. Et c'est donc cette même raison-là qui nous a permis de dominer la nature, de la détruire, qui va aussi nous permettre peut-être de nous sauver en tant qu'être humain. Parce qu'effectivement, l'advenue d'un vaccin tient effectivement au savoir rationnel, tient à notre activité scientifique. Et donc, sans la raison, on ne pourrait pas trouver de remède, justement, contre cette fameuse pandémie-là. Donc, la philosophie de Descartes porte en elle-même à la fois le problème puis la solution à la pandémie actuelle. À la fois, la raison nous amène à dominer la nature, la détruire, ce qui peut provoquer des phénomènes naturels qui vont à l'encontre de nos intérêts. Mais en même temps, la raison nous permettra aussi toujours d'essayer de trouver des moyens de contrevenir finalement à ces crises naturelles-là. Mais on comprend qu'il y aura une limite à ça. Le jour où il n'y aura plus de ressources, ben, la nature va inévitablement gagner le combat. C'est d'ailleurs extrêmement fascinant de voir à quel point et jusqu'où la rationalité humaine peut aller dans son projet de domination de la nature. Un bon exemple de ça, c'est ce qui s'est passé à Moscou il y a quelques années. Saviez-vous qu'à Moscou, on avait aboli les tempêtes de neige? Hein? Mais ça se peut pas, ça. C'est impossible. Oui, je vous le dis, à Moscou, on a aboli les tempêtes de neige. Bon, évidemment, comment on abolit ça? On ne peut pas abolir les tempêtes de neige juste, par exemple, en votant une motion dans une assemblée municipale, par exemple. Ça ne marche pas de même en tant que tel. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Moscou? On le sait, à Moscou, ils reçoivent de la neige, un peu comme nous autres, peut-être pas en quantité aussi industrielle, mais ils en reçoivent quand même énormément. Mais malheureusement, ils ne sont pas aussi bien équipés que nous en matière de déneigeuse puis tout ça. Donc, au conseil de ville, ce qu'on a fait, on essaie de faire un espèce de rapport coût-bénéfice, donc, sur ce que ça coûtait justement pour effectuer du déneigement. Puis on s'est rendu compte que ça coûtait extrêmement cher. Donc, on a essayé d'évaluer des solutions alternatives. On a essayé de comparer l'hypothèse du déneigement grâce à de la machinerie à une autre hypothèse. Cette autre hypothèse-là, c'était quoi? Ben, on pouvait envoyer des avions de chasse dans le ciel qui allaient répandre dans les nuages une espèce de substance chimique à base d'iodure d'argent, donc qui faisait en sorte que les nuages se désintégraient et donc que les précipitations ne tombaient pas. Et ce qu'on a évalué dans ce rapport coût-bénéfice, c'est que c'était pas mal moins cher d'envoyer des jets, d'envoyer des avions de chasse dans les nuages répandre ce produit chimique-là, plutôt que de devoir déneiger la neige qui tomberait au sol dans les rues. Résultat, fini les tempêtes de neige, on abolit l'hiver, tout simplement. Sauf que ouais, il me semble que ça doit amener des conséquences écologiques puis sur la santé, Jean-Philippe. Ben oui, effectivement, on peut craindre que ça puisse avoir des conséquences dramatiques, non seulement sur notre santé, mais surtout sur l'environnement et sur l'écologie. Mais encore une fois, dans une perspective cartésienne qui voit l'homme comme un être rationnel, qui est maître, possesseur de la nature et qui est tout à fait en droit de la dominer, ben ça fonctionne. Donc tout cet exposé-là nous amène maintenant à une évidence certaine, c'est que pour Descartes, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Ben c'est simple, c'est un être de raison. C'est une pure substance pensante. C'est un être doté de raison et qui par ce fait peut devenir maître, dominateur, propriétaire de la nature elle-même. Mais il y a un autre élément aussi fondamental dans la philosophie cartésienne. C'est-à-dire que si pour Descartes, l'être humain est d'abord et avant tout une raison, donc une substance pensante, un être de rationalité, ça va avoir des conséquences aussi sur la manière dont il voit la division au sein même de l'être humain. En effet, Descartes va mettre de l'avant une vision
dualiste de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, une vision dualiste de l'être humain? Ça veut dire que, selon Descartes, l'être humain serait séparé en deux parties. Il y aurait d'un côté sa partie rationnelle et de l'autre sa partie corporelle, sa partie matérielle. Ces deux parties-là seraient complètement différentes et seraient fondamentalement divisées. On va prendre chacune de ces deux parties-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce serait exactement pour Descartes. D'abord, la partie que je disais rationnelle, c'est ce que Descartes appellerait l'âme. Donc, je vous ai dit, Descartes est quand même bien influencé par la scolastique de son temps. Donc, cette partie rationnelle-là, qui serait une espèce de cadeau divin, Descartes va l'appeler l'âme. C'est la partie immatérielle du corps, c'est le siège de la raison, le siège de la rationalité. Comme l'âme est immatérielle, pour Descartes, ça veut donc dire aussi que cette âme-là est immortelle. Ça veut dire que lors de la mort, lors du trépas, cette âme-là survit. Elle ne meurt pas. Même si notre corps se désagrège, l'âme persisterait. Elle continuerait d'exister. On sent ici un petit peu les relents judéo-chrétiens de la philosophie de Descartes, qui est très influencée par l'Église de son temps. Or, ce qui est quand même drôle, c'est que Descartes va littéralement situer cette âme, cette partie immatérielle du corps, dans le corps lui-même. Effectivement, il va dire qu'on peut trouver l'âme dans le corps humain si on regarde l'épiphyse. C'est quoi exactement l'épiphyse? C'est ce qu'on appelle aussi la glande pinéale, qui est située dans notre cerveau et qui est responsable de la sécrétion de la mélatonine. Donc Descartes, à son époque, était persuadé que l'âme gisait justement dans l'épiphyse, dans cette fameuse glande pinéale. Donc si vous l'ouvriez, vous devriez trouver quelque chose comme une âme, même si elle est immatérielle et qu'on ne peut pas vraiment la voir, mais elle serait située là-dedans, selon Descartes. Évidemment, aujourd'hui, la science nous montre que l'épiphyse, ce n'est pas le siège de l'âme. Si vous ouvrez votre épiphyse à soir après un Netflix and chill, vous ne trouverez pas d'âme là-dedans. Mais on comprend qu'ici, c'est une vision plus superstitieuse et judéo-chrétienne qu'a Descartes qui lui permet d'affirmer ça. La deuxième partie de l'être humain, ce sera donc le corps. Le corps, c'est cette partie matérielle, périssable et fondamentalement imparfaite pour Descartes. Selon lui, le corps est mu par des mécanismes quantifiables et prévisibles. Ce qui veut donc dire que dans le fond, le corps, c'est rien d'autre qu'une grosse machine. C'est une grosse mécanique. C'est comme un gros char, dans le fond. Un peu, dans le fond, comme dans les mangas japonais. Vous savez, dans ces fameux dessins animés-là, où est-ce qu'il y a toujours des super-héros qui contrôlent des gros calices de robots géants. C'est un peu la même chose, dans le fond, dans la philosophie de Descartes. Le conducteur de la machine qu'est notre corps, c'est notre âme, dans le fond. Et donc, le robot géant, c'est littéralement notre corps. C'est cette grosse machine-là qui est contrôlée par notre âme, par notre raison. Et comme je vous ai dit un petit peu auparavant, ce corps-là est nécessairement quelque chose d'imparfait, selon Descartes. On le sait, le corps n'est pas immortel, il va nécessairement périr, il va se désagréger, il va se détruire, il va se consumer. Donc, c'est quelque chose d'imparfait. Ça veut donc dire que l'âme, la raison, qui est parfaite, a pour rôle de rendre le corps le plus parfait possible. Donc, l'âme a la responsabilité de dominer le corps lui-même, de le rendre le plus parfait possible, de le perfectionner, histoire, justement, qu'il soit à l'image de l'âme elle-même. C'est pour ça, d'ailleurs, que la philosophie de Descartes aura une influence extrêmement importante sur un mouvement de pensée qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, il suppose qu'on doive et qu'on puisse améliorer le corps grâce aux avancées scientifiques puis grâce aux avancées technologiques. C'est notamment ce mouvement-là qui a permis, par exemple, de développer des prothèses, de favoriser la transplantation d'organes. Bref, il faut modifier le corps pour le rendre le plus performant possible. On peut prendre un autre exemple, on peut prendre celui des sportifs. La plupart des sportifs professionnels prennent des drogues de synthèse qui leur permettent d'être plus performants. Donc, grâce au savoir, grâce à la connaissance, il faut amener le corps à être plus performant. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et Descartes n'est pas étranger à l'avènement d'une philosophie comme celle du transhumanisme. Mais finalement, il y a une autre chose intéressante à propos du corps selon Descartes. Pour Descartes, si l'âme était le siège de la raison, le corps, lui, c'est le siège des émotions, des passions. Et il y a un problème justement avec ces émotions-là et ces passions-là.
Plus souvent qu'autrement, nos passions, nos émotions nous font agir de toutes sortes de manières qui sont toutes plus irrationnelles les unes que les autres. Des fois, sans même qu'on le veuille, on peut être choqué un matin, puis après ça, en après-midi, on est correct, mais on ne sait pas trop pourquoi. Nos passions fluctuent constamment. Des fois, on se sent bien, des fois, on ne se sent pas bien, puis on n'est pas capable de l'expliquer en tant que tel. Mais ça pose un problème pour Descartes. C'est bien difficile d'agir de manière rigoureuse, déterminée puis disciplinée si nos passions nous amènent à ressentir toutes sortes de choses contradictoires puis que ça nous fait mal agir au final. C'est donc pour ça que Descartes veut nous dire que l'âme a la responsabilité non seulement de perfectionner le corps, mais aussi de le dominer. Pourquoi? Parce qu'il doit dominer les passions, nos émotions. Le rôle de la raison, le rôle de l'âme, c'est de fouetter nos passions pour nous garder dans le droit chemin, le chemin de la méthode, de la discipline qui va nous mener à la vérité et la certitude. Descartes serait donc pas mal d'accord, par exemple, avec le fait qu'on prescrit des anxiolytiques aux gens qui ont des problèmes de dépression. Parce que c'est justement le rôle de la raison de créer des connaissances, du savoir, de la science qui va permettre de dominer le corps, de dominer les passions, afin que l'individu, justement, marche dans le droit chemin de manière disciplinée pour atteindre la certitude, la vérité et donc la vie bonne. En bref, l'être humain serait donc composé de deux parties radicalement différentes. D'un côté, l'âme, le siège de la raison, siège qui est immortel, immatériel, et qui aurait pour objectif de dominer l'autre partie, le corps, qui est une espèce de machine imparfaite, mais qu'on doit perfectionner et dominer pour la rendre la plus performante possible. Vous savez, hier, quand je vous ai fait la présentation du cours, je vous ai dit qu'il allait y avoir 3 grandes problématiques qui allaient nous intéresser dans le cours. Et jusqu'ici, dans le cours sur Descartes, on a réussi à répondre à l'une de ces problématiques-là selon Descartes. Descartes nous dit, est-ce qu'on est d'abord un être de corps ou d'esprit? C'est assez simple avec ce que je vous ai exposé. On est d'abord et avant tout des êtres d'esprit, des êtres de raison. Le corps, c'est juste une machine qu'on doit dominer, perfectionner. Mais là, il y a une deuxième question à laquelle Descartes aussi parvient à répondre dans le cadre de notre cours. On posait aussi la question, est-ce qu'on est des êtres qui sont fondamentalement libres ou est-ce qu'on est des êtres déterminés? Donc, est-ce qu'on est des êtres autonomes qui prennent eux-mêmes leurs propres décisions ou est-ce qu'on est plutôt des êtres qui sont contrôlés, déterminés par quelque chose d'autre à l'extérieur de nous? À cette question-là, Descartes va être catégorique. Nous sommes fondamentalement libres. Pourquoi? Parce qu'on est doté d'une raison qui nous permet d'agir comme on l'entend. On a tous finalement la capacité de se déterminer nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la liberté. La capacité de faire des choix en ce qui nous concerne, de prendre des décisions quant à ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Donc la liberté, c'est nécessairement une évidence pour Descartes. Cependant, Descartes va quand même faire une distinction entre 2 types de liberté. La liberté d'indifférence et la liberté supérieure, ou ce qu'on pourrait dire la liberté réelle. La liberté d'indifférence, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte le degré le plus bas de la liberté. C'est simplement la faculté de choisir quelque chose sans connaissance. Par exemple, aujourd'hui, vous vous levez, vous décidez de dire « me semble qu'à matin, je mangerai des chips ». Vous mangez des chips à matin. Vous Netflixez and chill ce soir, vous choisissez un film, puis vous dites, bof, n'importe quel film, ça va vous permettre de passer le temps, je vais prendre celui-là. Vous exercez votre volonté, vous exercez votre liberté, mais sans vous appuyer sur des connaissances certaines. Vous faites juste quelque chose parce que ça vous tente, puis c'est tout. C'est ce que Descartes appelle la liberté d'indifférence. Mais évidemment, pour Descartes, la liberté réelle, la plus complète, c'est la liberté supérieure, c'est-à-dire la liberté qui s'appuie sur des connaissances certaines pour s'exercer. En effet, pour Descartes, on n'est jamais plus libre que lorsqu'on constate une connaissance claire et distincte et qu'on lui donne notre adhésion. Ce qui veut donc dire pour Descartes que la véritable liberté, c'est lorsque l'on fait des choix, mais en connaissance de cause, grâce à des informations qui nous semblent évidentes, claires et distinctes.
Si par exemple, vous allez voter lors d'une élection, que vous vous êtes renseigné sur un parti politique, que vous avez regardé la plateforme des différents partis et que vous votez en connaissance de cause, ben Descartes vous dirait, vous êtes en train d'exercer votre liberté réelle, votre liberté supérieure. Pourquoi? Parce que vous vous appuyez sur des connaissances claires et distinctes, vous leur donnez votre adhésion et c'est comme ça que vous exercez votre volonté, votre liberté dans le monde. Donc, dès lors que vous vous appuyez sur des vérités claires et distinctes pour faire des choix, donc que vous vous informez avant de faire des choix, ben Descartes vous dit que vous exercez votre liberté réelle, votre liberté supérieure. Holy fucking shit! C'était un très gros cours! Je vous avais dit que ça allait commencer en force. Bravo, chers amis, vous avez passé au travers. Je vais simplement vous faire un petit résumé très rapide, simplement pour qu'on resynthétise les idées de ce qu'on a dit. Donc, on le sait, Descartes, son objectif, c'est de refonder la philosophie sur des connaissances certaines, comme les mathématiques. Il va donc mettre en place une méthode. On se rappelle, le premier moment de notre méthode, c'était le fameux doute hyperbolique, où est-ce que Descartes va remettre tout ce que l'on croit être vrai en question, y compris le monde et les mathématiques. Il va donc ensuite, par la suite, essayer de scruter son intériorité, essayer de déterminer est-ce qu'il reste quelque chose après ce fameux doute hyperbolique-là. Ben, il reste une certitude, c'est que je pense, donc je suis, le fameux cogito ergo sum. Je suis, j'existe comme une substance pensante. Ensuite, pour redonner un statut certain au monde, Descartes va trouver en lui l'idée de perfection. Il va nous dire que cette idée de perfection-là, ça ne peut avoir été mise en lui que par Dieu, donc un être infini et parfait. Donc Dieu existe et Dieu est la garantie que le monde extérieur dans lequel je vis est vrai et que mes sens me donnent la vérité et que les mathématiques me donnent aussi la vérité. Et finalement, pour Descartes, on se rappelle que la philosophie suppose une vision dualiste de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est à la fois une âme qui est le siège de la raison, qui est immortelle, mais aussi un corps qui est une machine imparfaite que l'âme doit nécessairement perfectionner. Et puis, est-ce qu'on est libre ou pas? Ben, la réponse, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on est effectivement libre. Il faut distinguer la liberté d'indifférence de la liberté réelle, celle qui s'appuie sur la connaissance. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ose espérer que vous avez trouvé ça intéressant. Évidemment, soyez indulgents. Ce sont mes premières capsules à distance comme ça. Elles vont s'améliorer de fil en aiguille au cours de la session. Je vous rappelle aussi que vous avez un texte obligatoire à lire en ligne, un extrait du discours de la méthode. Vous allez voir à la fin du texte obligatoire, il y a des questions. Ces questions-là vous servent à resynthétiser ce que vous avez lu dans votre texte, mais aussi ce que vous avez écouté durant le cours en tant que tel. Donc, c'est un très bon moyen de réviser ces choses et c'est important de répondre aux questions parce que dans les examens théoriques, je vais prendre, copier, coller certaines de ces questions-là qu'il y a à la fin des textes obligatoires et les mettre littéralement dans l'examen, simplement pour contrôler si vous avez bien lu vos textes obligatoires. Et si vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui, sur le texte obligatoire, sur René Descartes ou sur JP, comment tu fais pour être aussi souple? Ben c'est très simple, vous venez simplement me voir sur Zoom en prenant soin de prendre rendez-vous avec moi à l'avance. Donc envoyez-moi un petit bio à l'avance pour me dire vers quelle heure vous voulez qu'on se rencontre sur Zoom. Ou bien sinon, vous pouvez simplement juste m'envoyer un bio avec votre question, ça va me faire plaisir d'y répondre. Finalement, passez une excellente soirée, les amis. Je vous souhaite aussi une très bonne nuit et surtout, sombrez dans l'excès, le vice et le rock'n'roll. On se donne rendez-vous pour une autre philosophie, très sulfureuse cette fois-ci. On va parler de ce cher Friedrich Nietzsche que j'affectionne tout particulièrement. Puis on va voir que René Descartes, il va manger une saprée volée.